Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent, le dernier rendez-vous de la saison régulière, puisque dès la semaine prochaine, nous entamerons les playoffs, mais ça, c'est pour un autre moment. Cette semaine, juste avant cette week 18, on va vous présenter tous les enjeux restants, justement, dans cette dernière semaine de compétition, les playoffs, les tours de draft, mais aussi les records qui seront en jeu dans cette 18e et passionnante semaine de compétition. Alors, il y aura des titulaires, il y aura des remplaçants, bref, on parlera de tout ça, enfin des infos qu'on a à l'heure où on enregistre le podcast, parce que ça va tomber pendant toute la semaine. Pour être avec moi, on retrouve certains de nos titulaires avec mon Seb. Salut Seb, comment ça va ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux, comme tu l'as dit, 18e semaine et dernière semaine de saison régulière en NFL. On pourrait dire que tout est joué, mais en fait, on va le regarder de plus près, pas tant que ça, et on a quelques scénarios à regarder, à explorer de près. Il y a plusieurs matchs qui ont des enjeux dans cette dernière journée. Mon Yaya, salut Yaya, comment ça va ? Salut Flav, salut Seb, et bonjour, bonsoir à tous les auditeurs. Permettez-moi de vous souhaiter à tous une excellente année, remplie de football, remplie de paillettes dans votre vie et de premiers choix de draft. Alors, j'allais le faire après d'avoir présenté tout le monde, mais nous allons continuer la présentation. Salut Jean, comment ça va ? Salut à vous trois messieurs, bonne année à tout le monde, meilleurs vœux, ravi d'être une nouvelle fois parmi vous. Et effectivement, avec Seb, parce qu'on ne vous a pas oublié, Seb, il avait compris que j'allais le faire après, mais bon, les Yaya, bon, bref, vous savez comme moi, quoi, que c'est pas toujours simple. Mon cher Seb, nous souhaitons à tout le monde une excellente année 2025. Exactement, bonne année à toutes et à tous, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, plein de football, des victoires pour vos équipes, même si, bon... On souhaite quand même une bonne année aux fans des Giants. Bon. Bah, non, oui, mais eux, enfin, je les inclus aussi, même s'il faut avoir un peu de compassion, c'est pas facile tous les jours pour eux. Hein. Alors ici, non, il n'y a que Jean qui a gagné plus de Super Bowl au 21e siècle que les Giants. Hein. Excusez-moi les gars, mais à nous deux, enfin... vous nous arrivez pas à la cheville, quoi. Même vous mettez tous les deux. Hein. Voilà, c'était un débat intéressant qui se lançait pour lancer cette émission sur les chapeaux de roue et cette année 2025 comme il se doit. Hein, vous voyez, Yaya n'a pas changé. Il a toujours la même qualité d'intervention au fil des semaines et des ans qui passent. Mon cher Seb, mon cher Yaya... On n'a pas encore franchi le point. On n'a pas franchi le... On n'a pas encore franchi le point Eli Manning, mais ça devrait pas tarder. Ah mais attends qu'il soit élu au Hall of Fame. Et alors là, on va y premier tour, je vais jusque chez Wake, tout nu, en courant tout nu, et pourtant il habite loin. Il va me demander une émission spéciale sur Eli Manning, ça va être terrible. Bon, les amis, on commence en parlant sérieusement des matchs en jeu dans cette week 18, à commencer par l'énorme choc qui s'annonce, le dernier match de la saison régulière 2024, les Lions face aux Vikings du Minnesota. Alors on va pas faire évidemment tous les matchs, hein. On va présenter surtout celui-là et parler un petit peu de la NFC Sud après parce qu'il y a un enjeu aussi, mais le Lions-Vikings, c'est sans doute, mon cher Yaya, le match le plus attendu de cette saison. J'ai envie de dire bonheur aux vainqueurs, malheur aux vaincus. En préparant l'émission, je me suis dit une chose, c'était que la pression est quand même beaucoup sur les Lions, parce que les Lions qui, s'ils terminent premier, c'est un train qui arrive à l'heure. C'est eux qui ont la pression, parce que les Vikings, on les attendait pas là. Et effectivement, tu l'as dit, c'est un point d'exclamation sur la saison régulière. C'est le match qui va décider de beaucoup de choses. Est-ce que les Lions vont vaincre le signe indien et gagner la NFC? Est-ce que les Vikings vont leur couper l'herbe sous le pied? Et surtout, on va voir de quoi est fait Dan Campbell, qui, des fois, dans les moments chauds, a toujours joué de la même façon, mais est-ce qu'il ne va pas, choquer, pour reprendre un terme de NBA, un terme fan de Falcons aussi, au moment d'aller gagner, parce que un pouvoir, ça se prend. Est-ce que c'est le match où ils doivent faire le statement pour ça? Donc, on attend de voir. En face, du côté des Vikings, j'ai envie de te dire, ils n'ont rien à perdre.
mais vraiment rien à perdre. Et moi, je les vois, comment dire, plutôt cool. Et s'ils gagnent, tant mieux. Sinon, ils auront leur place qu'ils ont eu quasiment toute la saison, c'est-à-dire le 5e seed. Et le truc c'est que moi j'ai l'impression que Sam Darnold fait la saison de sa vie, donc il est extrêmement dangereux sur ce match où il n'a vraiment rien à perdre, il n'aura aucune pression, ce sera du côté des Lions, c'est eux qui doivent gagner. Bon, à voir. Juste une petite chose, les Lions d'ores et déjà sont rentrés dans l'histoire parce qu'ils sont la première équipe à avoir plusieurs receveurs à plus de milliards, plusieurs coureurs à plus de milliards. Donc c'est quand même un exploit qui a été fait tout au long de l'année. Ce serait dommage de gâcher une saison historique en perdant à la maison sur un choke. C'est une attaque effectivement de feu. On a, Jean, 5 victoires sur les 6 derniers matchs pour les Lions, entre les deux équipes. Hein. C'est 5 victoires pour les Lions. Ils sont favoris de cette rencontre, ils sont à domicile. Ils ont, je crois, 3 points d'avance donnés par les bookmakers. Est-ce que c'est vraiment les Lions qui doivent être placés comme favoris? On a souvent dit qu'on était un petit peu pas assez respectueux envers la saison des Vikings. Est-ce que là, les Lions sont logiquement favoris pour cette rencontre? Bah, oui et non. Effectivement, pendant très longtemps, c'était eux les leaders dans cette division-là. Maintenant, actuellement, la forme, elle est côté des Vikings. C'est eux qui sont le plus en forme pour le moment. Et ça sera surtout un match qui va se jouer au niveau de la défense. C'est deux équipes qui tournent à peu près sur la saison aux alentours des 20 points concédés. Et donc, le gros enjeu de la rencontre, ça sera vraiment sur l'aspect défensif. Et peut-être que de ce point de vue-là, les Vikings ont une meilleure défense que celle de Détroit. Oui. Est-ce que, Seb, il y a tellement d'enjeux en fait dans ce match-là. Il y a Dan Campbell face à Kevin O'Connell. Il y a une défense excellente des Vikings face à une défense quand même, on l'a vu encore contre San Francisco, qui est particulièrement décimée et en difficulté en ce moment. Quel est pour toi le point majeur, le facteur X de cette rencontre? Tu parlais de la défense de Détroit. Effectivement, on la voit en difficulté depuis quelques semaines. Ils ont encaissé 34 points contre des 49ers qui sont quand même bien moribonds depuis le début de cette saison. 2 semaines auparavant, ils en ont encaissé 48 contre Buffalo. La semaine précédente, ils en avaient encaissé 31 contre Green Bay. Ils avaient limité la casse contre les Bears à seulement 17 points, mais ça semble quand même faire beaucoup pour une équipe comme comme Chicago au vu de leurs prestations cette année. Cette défense, elle est en train de nous montrer que l'empilement des blessures ne peut continuer que jusqu'à une certaine limite. Et j'ai peur que pour moi, ce soit ça le facteur X de cette rencontre. Parce que du côté de Minnesota, il ne faut pas oublier qu'on a une attaque en matière de scoring qui est redoutable. Ils sont premiers, qu'ils ont gagné leurs 9 derniers matchs d'affilée. Et effectivement, c'est eux qui semblent avoir le momentum. Quant à l'enjeu, alors, je dirais plutôt, contrairement à Yaya, je dirais pas que Minnesota n'a rien à perdre, je dirais qu'ils ont tout à gagner, parce que il faut pas oublier, malgré tout, que prendre le site qu'ils vont prendre, c'est quand même la plus mauvaise place, parce que non seulement il va falloir se déplacer, mais en plus il va falloir se déplacer parmi la moins mauvaise des têtes de série qui leur sont accessibles. Donc ce serait malheur vraiment pour Détroit s'ils perdaient. Par contre, Minnesota, eux, ils ont tout à gagner dans cette rencontre. Effectivement, du côté de Détroit, les individualités en attaque peuvent faire la différence, mais attention, le match apparaît comme plus compliqué qu'il n'y paraît. Et puis, il ne faut tout de même pas oublier que la dernière rencontre entre les deux équipes s'est soldée par une victoire, certes très courte, de Détroit, qui a remporté d'ailleurs les 4 dernières rencontres entre les deux clubs. Alors, j'allais y venir à cette dernière rencontre. C'est effectivement une victoire 31-29 des Lions.
un match au mois d'octobre qui avait été un peu bizarre. Il y avait eu vraiment des périodes très distinctes, une mi-temps pour Minnesota, un quart-temps pour Minnesota, un quart-temps pour Détroit. Détroit qui s'était imposé sur un field goal à quelques secondes de la fin de Jake Bates. Cette victoire 31-29, il y avait eu 383 total yards en attaque pour Minnesota, 391 pour Détroit. Donc 2 attaques qui avaient bien marché. Est-ce que, Yaya, faut s'attendre à ce même genre de match, un match très offensif encore, ou est-ce que l'enjeu va prendre le pas sur le jeu et c'est plutôt les défenses qui vont se mettre en avant? Alors, tu nous paraphrases Laurent Paganelli, alors, j'ai envie de te dire, ça dépend qui va avoir l'ascendant sur le match. Si Minnesota veut gagner, il faut qu'il limite le nombre de points. Si les Lions veulent gagner, il faut justement rentrer dans ce type de match avec beaucoup de points, beaucoup d'attaques. Donc en fait, ça va être un jeu de force et savoir quelle équipe va prendre l'ascendant sur l'autre. J'ai envie de te dire, si Minnesota est capable de suivre le rythme, mais je ne suis pas sûr qu'il soit capable de le dépasser. En revanche, si la défense arrive à éteindre Jared Goff et Jahmyr Gibbs, j'ai envie de te dire que ce sera une partie de l'équation qui va être résolue. Si le match est très serré, du côté des Vikings, il y a toujours un joueur dont on va parler, je pense, à un moment ou à un autre, sur ce genre de match qu'on attend et qu'on a envie de voir. C'est notre ami libéré par Seb, Nelson Montfort, cet été, Justin Jefferson. Ouais, Justin Jefferson qui va être évidemment. En fait, c'est ça le truc, c'est que on a Justin Jefferson d'un côté, Jordan Addison aussi, on pourrait le rajouter dans l'attaque des Vikings, qui fait peur. Et de l'autre côté, une défense qu'on a beaucoup vantée, la défense emmenée par Brian Flores. Oui. On a beaucoup vanté cette défense pendant toute la saison des Vikings. Elle va passer là, un vrai test, cette défense, parce que l'attaque des Lions, on n'a pas parlé, on n'a pas débriefé le Monday Night Football face aux 49ers, mais c'était encore une fois une véritable machine, cette attaque, et il va falloir quand même se les coltiner pendant encore 60 minutes. Il va quand même falloir se les coltiner entre 60 minutes et puis c'est pas la défense c'est pas l'attaque des Packers, celle des Lions, donc ça va être compliqué. Il va falloir ne pas refaire les mêmes erreurs que contre les Packers. Si vous n'avez pas vu le match, les Vikings ont dominé pendant les 3 premiers quart-temps, on va dire, et puis dans le dernier, les Packers ont failli revenir au score et dépasser cette équipe de Minnesota. Donc, il va falloir vraiment cadenasser. C'est ce que Yaya a dit tout à l'heure. Ils ont 2 running backs et 2 receveurs avec plus de 2 milliards pour vous dire la puissance qu'a l'attaque de Détroit. Donc, effectivement, il y aura fort à faire du côté de Minnesota. Parlons peu, mais parlons bien, mon cher Seb. Tu parlais tout à l'heure de l'implication. Effectivement, l'équipe qui va perdre sera 5e seed, ce qui est quelque chose de diabolique. Être 5e seed avec 14 victoires, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Il y a qu'en NFL qu'on voit ça. Tu peux pas être tête de série 5 dans un autre sport en ayant le 2e ou 3e meilleur bilan de ta conférence. Alors, tu pouvais un moment en NBA. Oui, mais là, tu peux plus. Voilà. Mais tu pouvais un moment. Alors, sois précis, Flav. Sois précis. Tout à fait. Tu as raison. Mais c'est toi le spécialiste de la petite babale orange. La grosse babale orange. La grosse babale ronde orange. Donc, tu l'as dit, cette implication, elle est simple. On va rappeler l'équation. L'équipe qui gagne sera seed numéro 1. L'équipe qui perd sera numéro 5. Voilà. En gros, comment ça se présente. L'équipe qui gagne sera avec l'avantage du terrain sur tous les playoffs, côté NFC. L'équipe qui perd aura le désavantage dès le premier tour. On a oublié d'en parler de ça, mais oui, l'avantage du terrain. Et la semaine de repos, en plus. Ouais. Et la semaine de repos, juste après, qui pourrait beaucoup servir à Détroit, notamment d'un point de vue défensif. Mais pour en revenir à la question, est-ce que pour toi, Seb, ce match-là, c'est le tournant décisif pour les 2 équipes, mais surtout pour celle qui va perdre? Est-ce que pour toi, c'est quasi impossible pour l'équipe qui va perdre d'aller jusqu'au Super Bowl? Alors, l'équipe qui va perdre, ça va quand même rester une des équipes phares de la saison. Il faut pas perdre. Tu te dis aller jouer à Tampa Bay, c'est pas sur le papier, c'est pas impossible pour les Lions ou les Vikings d'aller gagner. C'est pas impossible, mais il faut penser alors surtout du côté de Détroit, si Détroit venait à perdre ce match et qu'il tombe au 5e seed, faut quand même penser aux
aux dégâts psychologiques que ça peut laisser d'avoir dominé quasi outrageusement la saison et de se dire qu'il va falloir se déplacer à Tampa Bay. D'ailleurs, souvenez-vous la saison Ou à dernière. Atlanta, on en parlera. Ou Atlanta, non. Ou Atlanta, voilà. D'ailleurs, puisqu'on parle de se déplacer à Tampa Bay, souvenez-vous de ce qui s'est passé lors des playoffs de la saison dernière. C'est un des cadors du début de saison, alors qui a connu une grosse baisse de régime, lui, à la mi-saison, contrairement à Détroit, qui s'est retrouvé avec ce seed, qui a dû se déplacer à Tampa et qui s'est fait quand même salement poutrer, si mes souvenirs sont bons, et s'est fait sortir des playoffs dès le premier tour, alors que en début de saison, ils étaient annoncés comme étant l'une des 2 équipes phares de la NFC. Et ils avaient perdu le titre de division d'ailleurs sur la dernière journée dans le duel contre les Cowboys. Contre les Cowboys, absolument. Donc, contre les Giants, quand je dis que cette place... c'était un duel face aux Cowboys. Quand je dis que cette place, ce 5e seed, c'est la très mauvaise place des playoffs, je pèse mes mots en disant ça. Complètement. Ben, tu joues tu joues une grosse équipe, quoi, forcément, et une équipe qui arrive, qui est lancée. Je suis d'accord, c'est la dynamique. Et juste une petite chose, je sais qu'en début de saison, toutes les équipes qui avaient perdu contre Détroit perdaient le match suivant. Donc, c'est pas forcément bon signe d'arriver. Ça épuise physiquement de jouer Détroit. C'est vrai que c'est particulièrement épuisant. Et il faut rappeler aussi que le 5e seed, s'il bat le numéro 4 au premier tour et qu'il n'y a pas d'autre surprise, il va rejouer le first seed au 2e tour, du coup, de ce fait. Donc, tu peux te retrouver à retourner à Détroit, si c'est les Vikings qui perdent, par exemple, à retourner à Détroit 2 semaines après ce match décisif. Ce qui devient quelque chose de fou, quoi. Parce qu'on peut avoir un rematch juste dans 2 semaines, quoi, de cette rencontre-là, avec potentiellement en divisional round 2 équipes à 14 victoires pendant la saison régulière qui s'affronteraient. Ce serait, voilà. C'est absolument dantesque. Il y a une chose aussi, en enjeu sur ce match, qui est beaucoup plus prégnant que, je pense, pour Détroit, c'est que ils auront un gros avantage à être first seed, c'est d'être à domicile et d'être sûr de jouer en dôme jusqu'au Super Bowl. Oui, ça c'est sûr. Et parce que sinon, tu as la possibilité d'aller jouer au moins à Philadelphie. Après, le reste, c'est en dôme à Philadelphie. Tu as Philadelphie, Washington et Green Bay. Tu sais que tu joues à l'extérieur, quoi. Tu sais jamais. Donc, vaut mieux être dans leur configuration, être first seed. Après, si Green Bay est seed 7, ils sont sûrs. Ils ne recevront jamais. Mais c'est juste pour dire les équipes qui sont à l'extérieur. Mais après, c'est le même cas pour les Vikings qui joueront s'ils sont first seed en dôme jusqu'au Super Bowl aussi. Ouais, tout à fait. Mais eux, ça les dérange moins, je crois. Ils ont gagné des matchs. Ils sont habitués. Ouais. Ils sont habitués au froid. Ils ont juste à sortir de leur stade. Détroit, c'est un peu pareil. C'est un peu plus au nord. C'est vrai. Est-ce que tu crois qu'il y a un Gulf Stream dans le lac Michigan Non, je pense pas. Je pense pas. Et puis la vraie question, c'est de savoir qui était le meilleur quarterback chez les Panthers en 2022, en fait, entre Sam Darnold et Baker Mayfield. Tu vois, il y a un vrai enjeu dans ces playoffs. Si Sam Darnold et Baker Mayfield se retrouvent, tu vois, t'imagines, en seed 4 et 5, et qui s'affrontent pour le premier tour des playoffs, c'était les 2 QB des Panthers en 2022. Ça serait dingue. Coucou, on se retrouve en playoff avec 2 équipes différentes. C'est absolument fantastique. Pendant que les Panthers, eux, sont toujours au même niveau. Juste avant, justement, de parler de la NFC. Juste un truc comme ça. Fais attention quand on dit des choses comme ça, parce que si après ils reviennent au sommet dans quelques années avec Bryce Young... ils reviendront. Voilà. C'est sûr. De toute façon, la NFL étant un sport cyclique, les équipes qui sont aujourd'hui dans le fond du baril, Jets et Raiders, bien sûr, à part, reviendront un jour en tête de liste. C'est absolument certain. Les Giants regagneront un Super Bowl dans 45-60 ans. Avant les Saints, je te rassure. On fait pas de blagues sur la Nouvelle-Orléans, pas aujourd'hui, c'est pas le Ah non. Voilà. Interdit les blagues sur la Nouvelle-Orléans. Voilà, comme ça, t'es privé de blagues, ça t'apprendra. Tiens, bim. Qu'est-ce que je voulais dire ? Un pronostic pour le Lions Vikings ? Yaya ?
Sans le score, hein, juste Lions ou Vikings. Tu connais les talents de pronostiqueurs, donc Lions. Oui, justement, c'est pour ça que c'est pour que les gens puissent jouer leur PEL sur l'autre équipe, celle que tu n'auras pas donnée. Non, Lions. Lions, très bien. Lions. Oui, Jean? Vikings, parce que Yaya a toujours tort. Seb? Match nul, merci. non, allez, Alors, on rappelle que le match nul donne le titre aux Lions. Hein. Non, les Lions par 3 points. Ce serait quand même pas incroyable, un match nul, pour clore la saison régulière. Ce serait quand même pas fantastique. Alors, Vous imaginez un peu 2 secondes. Alors non, parce que Dan Campbell, dans sa propre moitié de terrain, tentera une quatrième et 25. Ouais, on y va. Une seconde à jouer, 4e et 25 sur ses 15 yards, il va lancer. C'est sûr. Il en serait capable. Un field goal de 90 yards. Il envoie à Gibbs. Il joue au sol pour 15 yards. T'es fou. Voilà, bon, c'est Dan Campbell, il est comme ça. Bon, parlons un petit peu de la NFC Sud, parce qu'il y a un enjeu aussi. Je sais qu'en plus, Sarah Visseb, il adore parler de la NFC Sud. Donc, la pétaudière. La pétaudière. Bon, Seb, du coup, c'est toi qui as la primeur de nous parler de tout ça. Oui, ça aurait été dommage que je me Tampa prive. Bay. On rappelle l'équation qu'il a aussi est d'une simplicité confondante. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de scénarios bizarres dans cette Week 18. C'est assez simple, en fait, à comprendre. Pour le Tampa Bay, c'est simple. Ils battent la Nouvelle-Orléans, ils sont qualifiés. Ou alors Atlanta perd et ils sont qualifiés. Voilà. Le plus simple étant de battre les Saints qui, n'opposeront sans doute pas une résistance diabolique face aux Buccaneers. Déjà parce qu'ils n'ont pas les moyens et puis peut-être parce qu'ils n'ont pas trop l'envie non plus. Donc c'est Tampa Bay Buccaneers, est-ce qu'ils se dirigent tranquillement vers un 4e titre de division consécutif? Alors, il faut étudier un petit peu la situation de près. La situation, elle serait très différente si les Falcons avaient eu la bonne idée de battre Washington la semaine dernière. Sauf que, ça c'est sûr. Spoiler, ça n'a pas été le cas. Et du coup, nos amis d'Atlanta, ils sont plus maîtres de leur destin maintenant. Parce que non seulement leur défaite, elle a permis à Washington d'acquérir sa place en play-off, mais maintenant, les Falcons, ils ont besoin de battre Carolina, ce qui, sur le papier, est faisable, mais ils ont également besoin que Tampa Bay perde contre les Saints. Alors, je suis allé faire un petit tour du côté de nos amis statisticiens, et de ce que j'ai pu synthétiser, Atlanta, ils sont favoris de 7,5 points contre Carolina, ce qui n'est pas si large que ça, et leurs chances de qualification sont évaluées à 15,8%. C'est pas top. De plus, les Saints ont-ils l'envie ou les moyens, point d'interrogation, de jouer les troubles faites contre Tampa Bay? J'en suis pas persuadé non plus. Alors, si tu vas faire un tour du côté des forums de fans des Saints, je peux te garantir que la tendance serait à dire entre ces deux adversaires de division, choisissons de donner la victoire aux Bucks, même limite déclarons forfait pour être sûr qu'ils gagnent. Ah ouais, d'accord, ça en est là. La haine est forte. La haine contre les Falcons est évidemment la plus importante de la division, donc mais les Falcons seraient pareils. Hein. Voilà. Donc pour faire simple, on va faire une petite Washington Commanders de 2020 à mon Yaya. Ça te rappelle des bons souvenirs? Vas-y. Parle pas de celui qui fait. Donc, pour faire simple, Atlanta, pour se qualifier, il faut qu'ils remportent leur division. Il n'y a plus de wildcard spot de disponible. On ajoute à ça le fait qu'ils ont fait le choix de lancer un rookie à ce moment-là de la saison. Alors voilà, on est dans le domaine du pas impossible, mais quand même improbable. Moi, j'y crois pas, à titre personnel. Mais ce que tu disais est toujours intéressant, mais là encore plus, c'est que la défaite contre les Commanders a bloqué cette possibilité de wildcard, parce qu'il faut rappeler que si jamais oui, on fera des rappels, t'inquiète pas, Jean. Si je reprends le classement,
si les Falcons avaient battu les Commanders, la place de wildcard serait toujours disponible parce que et les Falcons et les Buccaneers auraient battu les Commanders, donc auraient eu le tiebreaker sur Washington. Ce qui veut dire que les deux auraient pu potentiellement se qualifier avec une victoire en dernière semaine si Washington avait perdu contre Dallas. Dans ce cas, ça pouvait qualifier les deux équipes. Mais même le fait de gagner contre Washington, ça permettait à Atlanta de garder la main sur leur qualification. Là, ils l'ont plus entièrement. S'ils gagnent, mais que Tampa Bay gagne également, ça ne suffira. Ça sera très bien. On dira bien joué, belle perf, mais ça suffira pas. Alors, je fais une petite aparté parce que Jean nous rappelle très justement qu'il faut, quand on fasse des références de vieux entre nous avec Yaya, qu'il faut qu'on rappelle aux jeunes qui suivent la NFL de quoi on parle. Quand j'ai parlé de que les Saints pourraient faire comme le cas de Washington en 2020, qu'est-ce qui s'est passé, mon cher Yaya? Washington et New York étaient en lutte pour la place de champion de division avec un bilan négatif, rappelons-le, dans cette saison 2020. Si. Non. Ils finissent à 7-9. Ils finissent à 7-9, les Commanders. Et enfin, à l'époque, la Washington Football Team, puisqu'ils ne s'appelaient pas les Commanders encore à l'époque. Cette équipe de Washington a donc gagné son dernier match contre les Eagles. C'est bien ça? Les Eagles qui ont mis pas l'équipe. Les Eagles qui ont piteusement laissé gagner les Commanders pour éliminer les Giants. Carrément, allez-y les gars, allez marquer. Oh bon. Ouais. Voilà. Et, genre, tu vois, ils ont choisi. Ah oui. Même... Ils ont éliminé les Giants en perdant contre les Commanders. Ce que s'apprête à faire les Saints face aux Buccaneers ce dimanche. Même si, qu'on soit bien d'accord, les Buccaneers n'ont pas besoin de ça. Hein. De toute façon, ils auraient gagné ils gagneront sans doute. Faudrait vraiment un cataclysme à la Giants-Colts de la semaine dernière pour voir les Saints s'imposer contre Tampa Bay. Tu vois une possibilité, toi, Jean, dans laquelle un multiverse dans les Buccaneers se qualifieraient pas? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Merci, Jean. Jamais de la vie. Je sais pas en quelle année ça sera possible. Honnêtement, non. Les Bucks vont se qualifier. Les fans des Falcons, vous pouvez déjà sortir le paquet de mouchoirs, à mon avis, et attendre que la saison prochaine soit meilleure. Mais c'est les Bucks qui iront payer pour ça. Alors on va couper ce bout-là de tailgate. Et évidemment, si les Falcons sont en playoff lundi, on sera un bonheur de repasser ce moment sur les réseaux sociaux pour évidemment voir la qualité de pronostic qui est chère à notre podcast depuis l'an dernier, quand, rappelons-le, notre cher Charles avait pronostiqué que les Chiefs jamais ne gagneraient le Super Bowl lors d'une vidéo Instagram. Rappelons-le, parce qu'il faut toujours rappeler quand on a du talent dans l'équipe. C'est ça qui est bien. Mon cher Yaya, les Bucks, je vais essayer de trouver des raisons, pour lesquelles les Saints pourraient battre les Bucks. On va essayer. Bah tiens, ça se trouve, le drame de la Nouvelle-Orléans va peut-être leur donner un surplus de motivation, on sait jamais. Oui, après... Là. Mais surtout, attends, les Bucks, s'ils gagnent, ils seront champions de division pour la 7e fois. Revenant, du coup, à hauteur, en nombre de titres de division de la NFC Sud, des Saints, qui sont déjà champions 7 fois depuis le début de leur existence. Ah voilà, ça se trouve, les Saints vont être surmotivés par le fait de ne pas les laisser prendre un 7e titre de division. Est-ce que... Ouais, personne n'y croit. Bon, alors, bah est-ce écoute... est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs, ils ont quelque chose à faire du maillot qu'ils ont? Je suis pas sûr. Alvin, oui, mais il joue pas. Bah voilà, en plus, tes joueurs iconiques ne sont pas là. Non. Voilà. Après... Non, alors ça n'a pas été encore annoncé, mais il y a fort à parier que Derek Carr, Chris Olave, Alvin Kamara ne joueront pas. Tout peut arriver, en fait. Tu sais très bien que sur un match, bien sûr, t'as Spencer Rattler qui prend feu. Faut pas oublier que la différence entre même une équipe qui a une victoire, 15 défaites, et une équipe qui a 15 victoires, une défaite, elle est pas si grande que ça. Hein. Donc, quand je disais que les Saints balanceront le match, c'est évidemment pas le cas. Il y a un match, je veux dire, qui nous rappelle l'humilité. C'est le Giants-Colts de la semaine dernière. On est exactement dans le même cas. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui n'a plus rien à jouer, une équipe qui joue les playoffs. Non, mais franchement, si on avait fait cette discussion mercredi dernier sur est-ce que les Colts vont battre les Giants ou pas, il n'y a pas grand monde qui m'aurait dit que les Giants allaient en passer 45 aux Colts, quoi. Donc,
bon, malheureusement, enfin, ce que tu dis est tout à fait vrai. C'est-à-dire que ça peut toujours, ça peut toujours tourner. Bien sûr, sauf que là, tu as oublié un élément, c'est que les Buccaneers ne vont pas rester au vestiaire. Oui, ça c'est. Donc, si on les enferme dedans. oui, mais non. Il y a un canard qui revient sur le Raymond James Stadium et qu'il y a un problème avec un canard. Non, mais blague mise à part, je les vois pas balancer le match. C'est une équipe qui est quand même très très bien coachée depuis des années. Donc moi je vois pas. C'est une équipe plutôt fiable aussi. Hein. Ils passent rarement au travers d'un match comme ça. Ouais. Alors on aurait pu avoir Mike Evans ou Marshall Latimore, une petite bagarre, même pas cette année, on l'aura même pas. Mais tu vois, pour te dire, tu vois, c'est une équipe qui peut passer à côté des matchs, mais pas les matchs qui comptent. Ils vont balancer. Oui, c'est ça. Ils vont décevoir rarement sur un match qui est vraiment important. Voilà. Et en fait, c'est une équipe qui surfe encore sur le titre qu'ils ont eu avec Tom Brady et qui fait en sorte de toujours. Ils ont le truc pour gagner les matchs. Ils savent faire. Tu vois, c'est l'équipe de grognards. Ils ont appris à le faire. Ils connaissent le chemin. Bah, ils y vont. Alors aujourd'hui, ils n'ont pas le talent. C'est comme ça qu'ils gagnent depuis plusieurs années. Mais alors qu'on soit bien d'accord, ils n'ont pas le talent nécessaire pour aller jusqu'au Super Bowl, mais ils sont pas non plus super loin, quoi, tu vois. Tu leur donnes un running back supplémentaire, tu leur donnes une ligne défensive un peu plus puissante, ils peuvent encore faire du mal. Hein. Et puis il faut rappeler quand même que l'an dernier en playoff, ils sortent Philadelphie et ils sont pas si loin que ça de faire tomber Détroit à Détroit. Bah oui. Dans leur match, c'était pas, ils ont pas pris une raclée à Détroit. Sur un match, ils peuvent toujours être dangereux. Sur le podcast de l'autre jour, je disais que Baker Mayfield, je voulais pas faire un joueur à son nom, mais c'est un quarterback de système, mais ça reste quand même un quarterback ultra solide. Hein. C'est pas parce que c'est pas c'est pas l'équivalent de bouge-toi les oreilles, genre de Pat Mahomes, qui est le meilleur quarterback à l'heure actuelle, mais attends, Jean vient de partir en idolâtrerie, là. Il est en train de prier. Non. Jean, repose cet encens. Ça n'est pas la peine de... Et là, c'est la croix. Non, mais, voilà. mais voilà, ça reste un quarterback solide qui est capable de faire des matchs très propres, très solides et qui a un effectif pour. Et en plus, il tient le vestiaire. C'est-à-dire que, ok, il y a le coaching staff, mais lui, il fait en sorte que toute l'attaque soit cohérente et avance avec lui. Ça a l'air d'être vraiment un bon gars et il amène son équipe. Et c'est quelqu'un de gentil, je pense. Alors, gentil, non, dis pas gentil parce que tu dis gentil à toutes les sauces. Mais voilà, dans le sport professionnel, la gentillesse, ça ne sert à rien. Je vois ce que tu viens de faire, Flav. Je vois ce que tu viens de faire. Mais oui, je sais. Mais tu vois, cette petite pique, telle cette petite pique vous êtes offert par le toréador dans le taureau. Avec Benicio. Oui, tout à fait. Bon, tiens, en parlant de Kirk Cousins, est-ce qu'il y a un monde où les Falcons ne battent pas les Panthers? Oui. Parce que ça, c'est un truc. C'est aussi possible que Tampa Bay perde et qu'Atlanta perde aussi. C'est tellement Falcons. C'est falconesque. Ce serait tellement Falcons. Mais alors, les Falcons, Jordan, si tu écoutes, je ne comprends pas. Vous êtes en train de flinguer Drake London, Kyle Pitts, Bijan Robinson. Faites quelque chose, au moins pour eux. Mais au moins pour eux, aller en playoff au moins une fois. Enfin voilà, les gars, ils ont sur la troisième, il y en a qui sont deuxième, troisième, quatrième année. Les gars, c'est des joueurs qui. C'est un effort. Mais ouais, mais sérieux, ils méritent plus que la bouillie que vous proposez, quoi. Nous on gâche Chris Olave, donc tu sais, c'est pas forcément mieux dans l'affaire. Je suis pas sûr que le pauvre Chris, il serait allé ailleurs. Peut-être que ça serait pas le même bazar. Bref, donc pour tout le monde, Buccaneers champion NFC Sud. Ouais, pour moi, ça fait très peu de doute. Tout le monde. Est-ce que on a parlé tout à l'heure de l'épisode de 2020 entre Washington, New York et Philadelphie. Là, de l'épisode entre les Saints et les Buccaneers. On a ces duels de division en Week 18 pour tout le monde. Tout le monde joue un adversaire de division la dernière semaine. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose Est-ce que c'est un des
un des systèmes qui peut garantir le suspense, parce qu'il y a forcément de la rivalité. On peut pas dire, bon, on balance le match parce que cette équipe-là, on s'en tape. Même les Chiefs, où on dit, ils sont déjà first seed, ils vont envoyer les remplaçants, tu te dis, oui, mais c'est quand même les Broncos, c'est quand même un adversaire de division, c'est tout ça. On sait que les matchs contre les adversaires de division sont historiquement sujets à surprise. C'est des choses où il peut toujours tout se passer dans les matchs de division. On l'a vu avec les Browns cette année, qui battent les Ravens, qui battent les Steelers. Donc c'est tout à fait possible. On peut toujours avoir des grosses surprises avec un adversaire de division. Est-ce que pour toi, Jean, c'est quelque chose que tu aimes bien voir, qui est cette dernière semaine réservé au duel de division? Pour moi, ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut qu'on garde à travers les années, et c'est très bien que ce soit d'ailleurs comme ça. C'est quelque chose qu'il faut ne jamais changer, tout simplement, parce qu'on en a parlé un petit peu plus tôt. Il y a toutes ces histoires de rivalité intra-division plutôt. Et ça peut nous emmener à des petits scénarios assez sympas. Ça peut aussi nous permettre, comme pour les Vikings contre les Lions, d'avoir justement des matchs à enjeu, et pas juste, je vais vous laisser gagner le match parce que je veux faire perdre mon équipe rivale qui est dans l'autre match. Non, moi je trouve que c'est une super chose. Il faut que ça continue comme ça. Et c'est génial que la NFL ait ce système-là de division et qu'il y ait pas mal de rivalités tout au sein des différentes divisions. Ça peut servir pour les playoffs, ça peut servir aussi pour la draft, parce qu'il y a des équipes qui peuvent faire exprès de perdre pour gêner les tours de draft de leurs concurrents directs. Oui, mon cher. Non, moi je pense que surtout ça amène de l'équité. C'est-à-dire qu'on sait que en fin de match, en fin de saison, il y aura moins de calculs, de choses comme ça. Donc, et puis ça offre des duels des fois directs pour les titres de div aussi, comme c'est le cas pour Lions Vikings. Mais bon, après tu tombes pas toujours. Regarde, on aurait pu avoir un Tampa Bay Atlanta qui nous offrait aussi un match pour le titre de division. C'est vrai que ça peut t'offrir des duels directs pour le titre de division. Moi j'aime. En fait, pendant longtemps, on a cru que le Seahawks Rams serait un duel pour le titre de division jusqu'à la semaine dernière. Ouais. Mais ça, c'est une vraie force de la NFL. D'avoir ces duels de division, d'avoir créé des dynamiques de division qui n'étaient pas forcément le cas il y a moultes années, mais c'est une très très bonne invention. Et le fait d'être dans des divisions de 4 renforce encore plus cet aspect. Seb, même avis que les copains? Oui, moi je suis vraiment sur cette ligne-là. Le fait d'avoir cette week 18 qui se termine systématiquement par des duels de division, d'abord, ça renforce ces rivalités intra-division qui nous passionnent tous. Et puis, je pense qu'on va en parler sans tarder, mais quand on regarde, on se rend compte qu'en fait, ça ouvre plusieurs scénarios de qualification pour les playoffs ou de placement de tête de série pour les playoffs, des plus simples au plus improbables, et c'est ce côté-là également qui est passionnant. On va parler maintenant, on va switcher un peu dans le programme qui était prévu, on va garder les records pour la fin, on va passer au tour de draft assez rapidement, puisque, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mon cher Yaya, mais les Giants compensaient relativement safe au niveau de leur premier choix de draft, se sont plantés une épine dans le pied tout seul la semaine dernière, en glissant donc en 4e choix, et pourraient glisser jusqu'au 8e s'ils venaient à gagner contre les Eagles ce dimanche. Ouais. Pour l'instant, les Patriots sont premier choix de draft, ils ont leur destin entre les mains. Pour être très clair, s'ils perdent, ils seront premier choix de draft. Voilà. On a vu d'autres équipes en week 18 avoir leur destin entre les mains dans le passé et gagner. On fait un petit coucou. C'était qui? C'était Chicago? Non, c'était qui avait gagné? Non, c'est Houston qui a c'est Houston ou Lovie Smith, c'est ça le coach, avait gagné, sachant qu'il était viré à la fin de la saison. À gagner, et ils n'ont pas le first pick, ils ont le 2e, et du coup ils ne prennent pas Bryce Young. Ils prennent CJ Stroud. Ouais, ils prennent CJ Stroud. Voilà, c'est l'histoire. L'histoire est belle. C'est cocasse, mais c'est réussi pour eux. Voilà, c'est comme ça. Donc ces Patriots, qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous de ce premier choix de draft si long? Est-ce que vous les voyez
ils vont pas aller chercher un quarterback, étant donné que Drake May semble plus ou moins installé quand même maintenant dans la franchise, qu'il a quand même donné satisfaction sur cette saison malgré le bilan. Seb, est-ce que tu le vois potentiellement soit se renforcer avec le premier choix, soit le revendre, comme avait fait Chicago, pour avoir plus de choix de premier tour? Eh bien, moi qui suis plutôt quelqu'un de conservateur, là pour le coup, moi je les vois bien le revendre. New England, c'est une franchise qui a beaucoup de besoins, mais comme tu l'as précisé, pas vraiment au poste de quarterback. D'autant que, je vais me répéter par rapport aux semaines précédentes, mais la draft de 2025, elle va être plutôt pauvre en quarterback. Donc pourquoi dépenser son first pick là-dedans? Après, un petit rappel historique, la dernière fois que les Patriots ont eu le first pick, c'était en 92. Ils avaient pris Drew Bledsoe à l'époque et ça leur avait plutôt réussi. Hein. Avant Tom Brady, il y avait Drew Bledsoe, rappelons-le pour les néophytes ou les personnes qui ne seraient pas fans d'archéologie NFL. Qui avait perdu au Super Bowl contre Green Bay de mémoire. Oui, exactement. Et Brady lui prend la place parce qu'il se blesse en cours de saison et Brady la garde. Voilà. Bledsoe, c'est quelqu'un qui... Comme Brock Purdy, bref. Mais voilà, mais c'est quelqu'un qui, Bledsoe qui a fait une carrière très, très honorable. Bref. Donc, pas de besoin sur ce poste. Pourquoi garder le first pick? Et si j'étais Robert Kraft, d'abord, j'aurais plus d'argent, mais surtout... C'est pas dans ces petits papiers. Non, je ne suis pas dans mes petits papiers Kraft. Mais surtout, moi, je le traderais aux Giants. Les Giants qui ont bien besoin d'un quarterback. Et je leur prendrais, du coup, au passage, je prends leur quatrième choix, leur deuxième et quatrième round de 2025, et puis je leur prends le deuxième round de 2026 également, histoire d'en tirer le maximum. Et bilan, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais récupérer du defensive lineman, je vais récupérer de l'offensive line, qui sont deux des gros besoins de cette équipe. Hein. Par exemple, on sait que sur les lignes défensives, il y aura Derrick Harmon d'Oregon et sur la ligne offensive, Aaron TRZ de Minnesota University, qui seront certainement des first rounders et peut-être disponibles sur ces spots-là. Donc, les Giants ayant quand même réussi l'exploit de perdre le first pick qui semblait leur être promis, on aurait bien besoin. Au passage, autant les dépouiller aussi pour quelques années. Ça fera pas de mal et ça aidera à la reconstruction, n'est-ce pas, Yaya? Oui. Et ce serait, à mon avis, la chose intelligente à faire parce que ce first pick-là, pour une franchise comme New England, il l'aurait pas forcément utile. Alors, moi là-dessus, s'ils font ça, les Giants, je prends un avion. J'arrive dans du court tenu dans le bureau de Mara, etc. On sait. Non, mais Joe Shane, je vais le chercher, je le sors du bureau par la peau des fesses, quoi. Enfin, s'il est encore là. Il sera là. Il sera là. Honnêtement, et tu as raison, est-ce que cette cuvée de draft est pauvre en quarterback? Alors après, c'est toujours a posteriori qu'on le sait, mais est-ce que ça va être des joueurs qui vont changer le cours d'une franchise? Mais ça, on ne sait pas. Parce que tout ce qu'on sait, c'est que ce qu'on fait plus que supposer, et d'ailleurs depuis le début de la saison, c'est qu'il y aura maximum 2 quarterbacks qui ont le calibre du premier tour. Oui, mais premier tour. Après, on tombe au 3e, voire plus bas, quoi. Oui, mais au premier tour, c'est même pas une garantie que ce soit un joueur qui change ta franchise. En rien du tout. Ce que je te dis, c'est que on sait d'ores et déjà que ça va être pauvre pour 2025. Donc, quand t'as pas au minimum 3 ou 4 QB qui sont annoncés first round, après, ils peuvent tomber, le jour J. Il y en a eu d'autres. Oui, ou ils peuvent décevoir en étant du premier tour et un gars du 3e ou 4e va percer. Mais ils peuvent aussi tomber parce qu'il y a des rapports de scouting qui sont sortis lors du jour J. Je veux dire, souvenez-vous, Will Levis, petit ange parti tout seul dans sa green room, qui a vu les 32 choix du premier tour s'égrener sous ses yeux et il en était fort mari. Donc voilà, il peut se passer ça. Mais il avait la mayonnaise avec lui, donc n'oublie pas. Là, cette année, la mayonnaise n'avait pas c'est une pauvreté rare, quoi. Oui, mais alors j'ai envie de te dire, mais du coup,
est-ce que, si les Giants font ça, c'est pour ça que je te dis, si les Giants font ça, il faut une connerie monumentale parce que je suis pas sûr que ce soit Une bêtise, une ineptie. voilà, je suis pas sûr que il y a tellement de manques partout que tu vas pas hypothéquer tout pour ça. Ce serait le genre de panic move. Et là, oui. non. Ça se trouve, ils attendent Archie Manning. Écoute, Oui, mais Archie Manning, il faudrait s'assurer d'avoir le first pick la saison d'après. Et ça non plus, c'est pas Oui, gagné. c'est ça. oui, mais Et là, sur la, admettons, ok, ils le font pas. Sur la free agency, ils vont aller chercher qui? Jamie Winston. Il y a qui disponible? Et puis, il y a toujours Tim Boyle il y aura effectif. C'est vrai. Vous avez le vrai Tim Boyle. Enfin, quelle meilleure garantie que Tim Boyle pour aller chercher le first pick l'année suivante? Oui, alors vu comme ça, en effet. Est-ce que t'en connais d'autres? En fait, ramener Daniel Jones. En fait, il y a deux trucs. Il y a deux trucs là-dessus. Alors déjà, qui y a excusez-moi, mais il y a le garçon gentil. Je suis désolé, mais Kirk Cousins, il est pas sur la free agency, qu'est-ce que tu me racontes? Mais il va être coupé. Eh ben, il sera pas agent libre l'an prochain, enfin à la fin de la saison. Il peut être tradé, mais il sera pas il agent va libre. falloir reprendre le contrat. Je suis pas sûr que. Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Après, Oui, il y a Aaron Rodgers aussi. Il peut être coupé. Possiblement dans ce cas-là. Ça te rassurerait vraiment? Il peut être coupé, oui, bien sûr. Non, mais si tu veux, pour faire une saison avec un free agent en attendant, je suis désolé. Parce que aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment que le poste de quarterback qui manque? Bah non. Non. Ils ont bien sûr, il y a plein de lacunes, mais c'est quand même là, c'est quand même problématique de ce côté-là. Mais oui, mais dans ce cas, à cas, New York, on va vouloir un quarterback. Parce qu'il y a la pression, tu sais, du monde médiatique. Non, mais c'est. Jean, n'hésite pas à revenir avec nous. C'est réel. Non, mais c'est réel. Non, mais je vous laisse parler des Giants. Vous maîtrisez mieux le sujet que moi, mais c'est sûr qu'il y a besoin d'une ligne avant d'avoir un quarterback, à mon avis. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est, tu vois, l'appel de la raison. Voilà, l'appel de la raison. Ça rejoint ma deuxième question. Est-ce que l'ordre de la draft aujourd'hui est vraiment si fondamental? Parce qu'on en fait beaucoup sur le premier choix, mais si on prend les deux derniers premiers choix, c'est qui? C'est Bryce Young et c'est Caleb Williams. Au final, les deuxièmes choix ont plus réussi pour l'instant. Si vous m'arrêtez si je me trompe, mais CJ Stroud et Jayden Daniels sur leur saison fait pour rookie, l'instant parce des que meilleures choses. CJ Stroud cette année, c'est pas. Enfin, même sur la saison 2. Non, mais même sur la saison 2, CJ Stroud est meilleur que Bryce Young. Ah oui. Bah oui. Mais bon, tu le compares à qui d'autre? Tu le compares au numéro 1. Donc bon, je veux dire, sur les 2 saisons, CJ Stroud est meilleur. Bon. Alors oui, il y en a que 2. Je sais pas ce qu'il fera dans 10 ans, mais pour l'instant, sur les 2 qu'on a, c'est comme ça. Sur celle qu'on a, Jayden Daniels, ça fait des meilleures choses que Caleb Williams. Alors après, on peut dire, il y a la ligne, il n'y a pas les mêmes armes offensives. Mais voilà, Michael Penix ou Bonix, voilà, tu prends Bonix qui est 10e, 11e choix, bah, il fait une très bonne saison. Finalement, est-ce que, je ne sais même plus quel choix c'est, vous vérifierez, mais c'est entre 10 et 12, je ne sais plus combien c'est Bonix. Bref, il y a quand même des possibilités, et là je parle pas des tours profonds, mais dans le premier tour, d'être 7e, 8e choix et d'aller chercher un garçon qui réussit plus que le premier choix. Bien sûr, mais bien sûr. Donc finalement, est-ce que c'est si important que ça? Est-ce qu'on n'en fait pas trop autour de ce premier choix? Le premier choix, oui. C'est une hype médiatique. Le first pick. Mais là encore, je vais me répéter, je l'ai dit souvent, mais pardonnez-moi, je suis vieux, donc forcément je radote. La draft, malgré les scouting reports, malgré le fait qu'il y ait le combine, que les joueurs soient évalués sous toutes les coutures possibles et imaginables, et même maintenant avec tous les moyens technologiques que la NFL peut se permettre, ça reste une loterie. Tu as toujours le facteur X qui fait que le joueur va s'adapter ou pas au milieu professionnel. On passe dans un autre monde. Après, il faut reconnaître néanmoins que lorsqu'un joueur, en particulier, c'est plus prégnant encore sur les quarterbacks, sur cette position, quand on dit qu'il est NFL ready et qu'il y a consensus là-dessus, on est très rarement déçu. C'est sur les autres profils, même ceux qui sont évalués très très haut, qu'il y a plus de doutes. On va reprendre l'exemple de Caleb Williams. Voilà, cette année, ça fonctionne pas. Alors, il y a plein de facteurs. Il y avait des doutes sur Caleb Williams. Il y avait il y avait des doutes, mais il semblait quand même largement étouffé par le concert de louanges qui l'entourait. Mais il y avait des doutes, exactement.
Il y en avait sur Bryce Young aussi, notamment au niveau de sa taille, de sa vision Il y en du avait jeu, sur Bryce etc., Young, il y en avait etc. nettement moins sur CJ Stroud, si ma Oui. mémoire Oui, est bonne. oui, oui. CJ Stroud, c'était surtout que Faisait plus consensus oui, et que Bryce Young. Bryce Young, c'est parce qu'il venait d'Alabama et que CJ Stroud venait d'Ohio State, des Voilà. Buckeyes. Donc en fait, ça vient aussi beaucoup de la fac où tu as été et le système qui a été mis en place autour de toi. Et les systèmes universitaires, enfin, tu vas peut-être me contredire, mais les systèmes universitaires sont loin d'être faits maintenant pour avoir des joueurs prêts pour, enfin, je parle des quarterbacks prêts pour la NFL. T'en as de moins en moins qui utilisent ce qu'on appelle le Pro Set, c'est-à-dire les formations très classiques NFL. Le jeu NCAA est moins standardisé, on va dire, que le jeu professionnel, beaucoup moins. T'as aussi une hétérogénéité des talents qui est largement différente. Alors, attention, les footballeurs NCAA, ça reste des athlètes de très, très, très haut niveau. Mais on va dire que, voilà, il y a que des athlètes de haut niveau et parmi eux, il y a quelques supermen, là où en NFL, tu n'as que des supermen. Voilà, on va niveler le niveau de cette façon. C'est exactement ça. Après, pour en revenir à la question de Flav, il y a tellement de joueurs qui sont dans les rosters que forcément, le premier choix est un petit peu moins important. Premier tour, oui. Tu vois, en fait, c'est être estampillé premier tour, ça veut dire quelque chose. Premier choix, voilà, il y en a très très peu. D'ailleurs, il y a rarement des surprises dans le premier tour. En gros, on a un vivier de 35, voilà. On a un vivier de 35 qui peuvent être appelés dans le premier tour, et dans le premier tour, c'est toujours ces 32-là qui vont être appelés parmi les 35, quoi, tu vois. Mais voilà, grosso modo, il n'y a pas de surprise. Tu vois, moi, sur les dernières saisons, des premiers tours qui ont révolutionné une équipe, il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Pour moi, et qui l'a pas fait la première année, c'est Myles Garrett. Depuis, et c'est pas un quarterback. Les premiers tours ou premier des choix. premiers choix? Premier choix. Myles Garrett. Ouais, les Browns qui font back-to-back 2 années. Pareil pour les Jacks. Tu vois, en fait, sachant que quand tu es premier choix, tu es forcément dans la plus mauvaise équipe. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu sois super fort pour révolutionner ton équipe. Tu n'arrives pas dans un environnement stable. Sauf le cas de... Bon, ils n'avaient pas beaucoup trade down, mais le cas de Carolina, qui est allé chercher Bryce Young, tu vois, c'était pas la plus mauvaise équipe de la saison précédente. Oui, mais après, c'est parce qu'ils ont vu un truc chez Bryce Young. Bon, après, voilà. Après, tu sais, Bryce Young, moi je pense que c'est un QB, on en reparlera dans 3-4 ans, mais il peut. Ah, mais complètement. Ça peut être un QB honnête de la ligue. Hein. Faut qu'il se développe, mais c'est pas un bust en puissance. Non, mais non. Et après, mais tu vois, c'est un petit peu le problème, encore une fois, je reviens là-dessus, du format NCAA qui ne prépare plus à aller à arriver en NFL. Et du coup, mais c'est pareil, en fait, c'est de plus en plus dans les sports américains. C'est-à-dire que la NCAA, les universités se gavent tellement et ne payent pas les athlètes qu'ils veulent rester le moins de temps possible. Donc, c'est un jeu où, en fait, tu vas aller dans une fac pour pas y rester, pour pouvoir te montrer et aller en NFL. C'est montrer 2-3 choses. Et en fait, tu vas juste montrer des flashs pour pouvoir être drafté le plus haut possible et pouvoir gagner du pognon que tu n'as pas en NCAA, quoi. Donc moi je pense qu'à terme, s'ils veulent vraiment faire des choses, il va falloir créer un peu comme en NBA une ligue de développement en dessous de la NFL pour pouvoir développer tes joueurs, parce qu'aujourd'hui on ne forme plus les gamins. Jean va maintenant nous dire qui les Chiefs vont choisir avec le 32e choix du premier tour. Jean va s'exprimer sur la différence entre fin de premier tour ou début de deuxième tour, parce que c'est tout ce qui l'intéresse. Lui. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas connu autre chose que les 5 premiers tours, enfin les 5 derniers choix du premier tour. Donc, non, mais déjà, excuse-nous de parler de les mauvaises équipes. Non, mais j'ai eu le temps du coup de checker pour Bonix, il était choix 12 de la dernière draft. C'est pas mal, j'étais bien. Mais non, c'est sûr que l'ordre n'a plus nécessairement
un impact qui est capital. Il y a beaucoup de premiers choix qui ont pas eu le rendement escompté. Et Brock Purdy pourra nous le montrer, et Seb pourra le dire, c'est le dernier choix. Et pourtant, il a réussi bien plus de choses. Il a mieux réussi que Trey Lance dans la même équipe. Voilà, il a mieux réussi que quasiment tous ceux qui ont été draftés au premier tour lors de sa propre draft. Donc clairement, aujourd'hui, il y a beaucoup de très bons joueurs, des joueurs qui ont été au Pro Bowl, qui sont issus du deuxième tour, qui sont issus de la fin du premier, et des fois même plus loin que le deuxième tour. La NFL, c'est pas comme la NBA, il y a au moins 6 ou 7 tours, il me semble. 7. Donc, 7. Donc, c'est pour vous dire la quantité de joueurs qui rentrent annuellement dans la ligue. Et c'est pour ça que, en fin de compte, tous les ans, il y a des gros oublis en termes de casting. Et c'est pour ça aussi que le premier choix, des fois, c'est pas toujours le meilleur choix à avoir. Et en l'occurrence, c'est pour ça que les Patriots vont sans doute le trader. Vous l'avez dit, il n'y a pas beaucoup de très bons quarterbacks. La classe de quarterback, elle est pas grandiose cette année. L'an dernier, oui. L'an dernier, on nous l'avait vendu comme une grande classe. Il y en avait d'ailleurs eu 5 des quarterbacks au premier tour, 5 ou 6, 5. Cette année, c'est sûr qu'il n'y en aura pas 5. Hein. C'est quasi certain. Et le truc, c'est que malheureusement, j'ai vu, à titre juste par curiosité, la dernière fois qu'un receveur a été drafté au premier tour, c'était en 96. Et c'était les Jets qui l'avaient fait à l'époque. Ouais, premier choix. C'était en 96. C'était les Jets qui l'avaient fait. John Johnson, et donc, sinon, ça a toujours été, ces dernières années, ou des quarterbacks, ou il y a eu l'exemple, il y a des Jags qui avaient pris un rusher. Exactement, des Jags. Ouais, donc ouais, et sans doute que le premier choix ne sera pas fameux cette année et qu'il faudra plutôt se tourner sur les choix qui suivront pour voir des bons talents intégrer la NFL. Alors lui, il n'avait pas été choisi comme premier choix de draft, mais comme deuxième choix. On va parler un petit peu des records qui pourraient être battus dans cette semaine et ceux qui ne le seront pas. Ceux qui ne le seront pas, c'est déjà celui de Saquon Barkley. Qui est-ce qui avait été choisi en premier choix de la draft de Saquon Barkley ? C'était quelle année ? Attention, petit moment, 2018. Baker Mayfield. Non. Baker Mayfield, oui, bien sûr, si. Baker Mayfield. Qui était premier choix. Donc deuxième choix, c'était Saquon Barkley avec les Giants. Et Saquon Barkley était donc à précisément 101 yards du record d'Eric Dickerson, un record qui date de 1984, qui a été fait avec les Rams. Il y a eu un doute depuis le début de semaine sur est-ce que Nick Sirianni va faire jouer Saquon Barkley alors qu'il n'y a absolument aucun enjeu pour les Eagles dans cette 18e semaine puisqu'ils seront deuxième seed, quoi qu'il arrive, qu'ils gagnent, qu'ils perdent, quels que soient les résultats des autres, ils seront deuxième. Est-ce qu'il vaut mieux tenter le record au risque que Saquon Barkley se blesse ou le laisser au repos pour favoriser l'équipe et qu'il soit frais pour les playoffs? La décision est tombée ce mercredi en fin d'après-midi. Nick Sirianni a annoncé à demi-mot que Saquon Barkley serait mis au repos. Alors, c'est pas officiel encore parce qu'il a dit nous allons reposer quelques joueurs, quelques titulaires. Quand on lui a demandé est-ce que Saquon Barkley en fait partie, il a dit très probablement oui. Bon, c'est pas fermé définitif, mais enfin, il y a quand même une grosse indication. Donc, visiblement, Saquon Barkley s'est privé de record. Oui, et logique. Je comprends la décision. D'une part, Sirianni, ça fait quand même 3 saisons qu'à Philadelphie, on attend qu'il décroche un Super Bowl. Hein. On attend qu'il soit au rang auquel ils sont attendus depuis plusieurs saisons. Je pense que si la décision a été prise, il en a très certainement discuté avec Saquon Barkley auparavant parce que je ne vois pas un coach justement s'engager dans ce processus-là sans parler aux joueurs.
Barclay, c'est quand même pas quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. D'ailleurs, il y avait déjà eu une histoire de record cette année. Je crois hein, qu'il qu'il a, avait ouais, il y a un laissé, match où il a la possibilité de faire la meilleure perf de sa carrière au sol. Et Ouais, il dit à et son coach puis de où il position, laisse, non, c'est bon, laisse jouer les jeunes, parce que c'est sur un match qui, voilà, Ouais. laisse jouer les jeunes, voilà, let the young guys eat, voilà. Donc, je pense également que il préférera de loin avoir une bague de champion plutôt qu'un record individuel qui de toute façon est appelé à tomber un jour ou l'autre. Au passage, ça permet à cette vieille baderne d'Eric Dickerson de continuer à plastronner avec son record. Parce que Eric Dickerson, ça aussi, ça remonte à très très loin. Je suis désolé, l'agence, c'est vraiment de l'archéologie. Eric Dickerson, mais c'était quand même pas une crème, hein, comme. C'était une comme diva. joueur. Lui, c'était une vraie diva, un vrai poison de vestiaire. Et justement, il y a 2 semaines de ça, il a fait une déclaration disant que jamais Saquon Barkley ne pourrait battre son record. Donc voilà, même maintenant, peut-être à 60 et quelques, il reste toujours aussi exquis, cet homme-là. Alors, bien sûr, on peut. Moi, je suis bien sûr la performance, comme tout le monde, la performance de Saquon Barkley cette saison, je l'ai suivi. Un running back qui passe la barre des 2 milliards, moi, c'est toujours quelque chose qui me fait de l'effet parce que ça reste le 9e seulement, donc ça reste quand même rare. D'ailleurs, je suppose que vous pouvez me dire qui a été le premier. Jim Brown. Je ne peux pas. Non. Ah ben non, O.J. Simpson, je suis bête. Voilà, un grand humaniste là aussi. Ah oui, et un sacré pilote. Hein, un sacré pilote et un grand humaniste. On se souvient. Alors, O.J. Simpson, Jean, si tu sais pas qui c'est pas quelqu'un de la série Les Simpsons. Ouais. Merci, j'ai vu la série Netflix. Je sais qui c'est. Merci, Jean. Ah oui, la course en voiture pendant les finales des Knicks. J'ai vu le gant et tout ça, c'est bon. Donc voilà, un grand, tout ça te dit quelque chose. Un grand humaniste et avocat des droits de la femme, surtout. Et donc passons. Mais voilà, c'est Saquon Barkley, donc c'est le 9e joueur à passer cette barre. Pour moi, vieux fan de foot, ça reste toujours quelque chose de mythique. Alors bien sûr, j'ai mon cœur de fan qui aurait bien aimé voir ce record tomber, mais sportivement, la décision, elle se comprend aussi. Surtout le voir tomber sur le terrain des Giants. En plus, hein. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Mon cher Yaya, c'est une décision que tu comprends toi aussi. En fait, c'est l'équipe avant l'individu, quoi. Ouais, totalement. Seb a tout dit. Je pense que tout est là. Je pense qu'ils en ont parlé ensemble. Il a dit non, mais de toute façon, non, pas là, pas comme ça, pas ce soir, pas après tout ce que tu as fait. J'ai envie de te dire. Est-ce qu'il y a aussi une question peut-être de, genre, vous allez me dire, ça doit venir au 2e, 3e, 4e plan, mais de fierté de se dire j'aurais préféré le battre sur 16 matchs et non pas sur les 17 maintenant que compte la. De toute façon, Dickerson a fait ce chiffre-là en 16 matchs. Dickerson, c'est ce qu'il aurait dit tout le temps. Bon, oui, ça c'est sûr. Voilà. Oui, non, mais après Simpson, il le fait sur 13 matchs. Simpson, il le fait sur 13 matchs et c'est le seul. Donc, oui. Je pense que c'est des choses, tu mets un petit astérisque, tu vois, derrière le nom des performeurs, avec le nombre de matchs, et tu le pondères. Mais ça va être un débat sans fin. Et quand la saison régulière passera à 20 matchs, ça va encore augmenter l'ampleur du débat, même si je trouve ça pas vraiment lieu. Déjà, ça va bientôt passer à 18, ce sera déjà pas mal. Jean, toi, t'es déçu de pas voir Saquon avoir son petit record ou tu t'en fiches complètement? Non, je m'en fiche pas. Moi, il y avait même un moment où je pensais qu'il serait pas en mesure d'arriver dans cette posture-là, de pouvoir atteindre justement ce record-là en dernière semaine. Finalement, il a fait les efforts pour se retrouver dans cette situation-là. Je comprends la décision de Nick Sirianni. Maintenant, c'est vrai que en tant que fan de NFL, j'aurais évidemment voulu le voir jouer. Espérons que l'année prochaine, il atteigne ce record-là et que ce soit avant la dernière semaine pour qu'on se retrouve. J'ai une question de football fiction pour toi, Jean. Si les Chiefs avaient été à 16-0 à ce moment-là de la saison et pas à 15-1, t'aurais voulu mettre les titulaires pour faire la saison parfaite ou tu reposes les titulaires? Non, moi je suis agressif. Moi j'aime les blitz, j'aime les chocs casque contre casque, j'aime les 17-0.
Donc, j'aurais fait jouer Le les bourrin, titulaires. le bourrin de base. C'est évidemment, Jamais c'est Ricky évidemment, Simpson. Jamais Ricky Simpson. c'est évidemment très bête à faire. Non, j'aurais fait jouer les titulaires parce que si tu as le 17-0, bon, bah, évidemment que tu as le Sidoine et du coup, bah, tu as une semaine pour qu'il se repose. Donc, une petite piqûre et puis voilà. Non, mais ce gars est fabuleux quand même. Hein. Et Jean, Ouais, si on te connaissait pas, faudrait t'inventer. ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais bon, ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Non, mais c'est un compliment. Euh, Et il y a qui me le dit. Donc là, il Tiens, on a- la matière. Mais oui, mais oui. Tiens, on apprend que Ezekiel Elliott n'a pas été réclamé sur le waiver, qui devient donc agent libre, puisque Ezekiel Elliott a été libéré hier par les Cowboys en bon 31 décembre. Bonne année, Zeke Elliott. Et voilà. Oh, bah tu sais, Euh, il y a des clubs de soccer qui coupent les joueurs le jour de Noël, enfin des coachs le jour de Noël. Hein. oui, ça Salut arrive. Jack, c'est pour toi. Juste un petit clin d'œil, un petit coup d'œil aux records qui peuvent être battus. Vous allez me dire s'ils vont les battre ou pas dans cette dans cette suite de week 18, dans cette week 18. 9 réceptions pour Brock Bowers pour avoir le record du nombre de réceptions pour un tight end dans une saison. Il en faut 116. Il en est à 107. Est-ce qu'il peut aller chercher ce record? 9 réceptions dans un match qui est contre les Chargers. Oui. Alors, il va être visé, hein, du coup. 9 réceptions, c'est beaucoup dans un match pour un tight end. Oui, mais il est visé Bon, après, systématiquement. de toute façon, Tu mets derrière la ligne de en scrimmage. première mi-temps, ils ont beaucoup visé Myers en première période. Mais là, je pense que maintenant qu'il est à portée de record, peut-être, c'est quand même, enfin, faut en parler un petit peu de Brock Bowers. C'est quand même une saison exceptionnelle qu'il est en train de faire, le gamin. Il passe, alors on commence à en parler depuis qu'il a battu le record de Ditka, etc., mais enfin, c'est quand même une saison de mammouth qu'il est en train de faire, Brock Bowers. On a beaucoup parlé de Puka Nacua l'an dernier sur son record de réception, etc., en saison rookie. On parle quasiment pas de Brock Bowers. Est-ce que c'est parce qu'il est chez Raiders? Oui. Oui, c'est parce qu'il est chez les Raiders et que c'est une équipe qui ne gagne pas, là où les Rams ont, on va dire, une autre aura, ne serait-ce que en termes de classement dans leur propre division. Mais oui, c'est une saison de mammouth. Il va peut-être falloir que les Raiders songent à capitaliser sur ce joueur et à construire autour de lui. Il y avait beaucoup d'observateurs lors de la draft qui disaient attention, lui, c'est peut-être la pépite de la promotion de 2024 et il ne s'était pas trompé. Il est en position de faire quelque chose de particulièrement impressionnant, de réellement historique. Il peut peut-être le faire. Alors, effectivement, il va être beaucoup visé. Bon, il est toujours beaucoup visé, tu vas me dire. Attention, les Chargers, c'est quand même la 8e défense contre la passe. Donc, ça fait pas exactement d'eux les perdreaux de l'année de ce côté-là. C'est faisable. Ça va demander un effort quand même. C'est pas quelque chose d'automatique. C'est pas comme les antibiotiques. Derrick Henry qui a 78 rushing yards d'une saison qui lui permettrait d'être celui qui est le running back de plus de 30 ans qui a accumulé le plus de yards au sol. 78 yards pour Derrick Henry, c'est dans la poche. Il joue qui, les Ravens? Il joue les Browns. Les Browns. Ouais. Il joue les Browns. Samedi soir. Pour le titre de division. Eux, ils ont besoin de gagner pour aller voir le titre de division. Donc ils ont besoin, et il va faire une mi-temps, tu vois, parce qu'ils ont besoin de se reposer aussi après derrière. Oh oui, je pense qu'il peut faire 78 yards dans une mi-temps. Ouais, voilà. Oui, d'autant que la défense contre le sol de Cleveland, c'est pas mauvais, mais c'est pas. C'est des portes de saloon. C'est aux alentours de la 20e place, je crois, si ma mémoire est bonne. 19e. Donc, on va dire gros milieu de tableau. Ouais, c'est jouable. Moi, je pense que pour lui, c'est faisable.
85 yards, c'est ce qui manque à Mike Evans pour atteindre une nouvelle saison à plus de 1000 yards, une régularité diabolique pour Mike Evans. Ce serait sa 11e saison de suite pour le receveur de Tampa Bay à plus de 1000 yards. 85 yards dans un match décisif face à une défense des Saints qui a complètement lâché l'affaire, comme toute l'équipe depuis plusieurs semaines. Bon, Jean, c'est dans la poche. Bah, c'est dans la poche, d'autant plus que moi, je me souviens, j'avais fait un article sur sa potentielle réussite de ça avant même le début de la saison. 85 yards, une victoire à aller chercher pour priver les Falcons d'une place en playoff. Je pense qu'on va tout miser sur lui et peut-être même qu'avant la mi-temps, ça sera déjà acté, à mon avis. Ouh, Dieu. En plus, il aura plus Marshawn Lattimore pour se faire expulser au milieu du match, tu vois. Il aura plus son meilleur copain pour se battre et finir expulsé. Ça va peut-être lui manquer. Ça va peut-être lui manquer d'ailleurs. Et d'ailleurs, oui, peut-être. Non, on va pas dire si, quand Mike Evans aura capté ses 85 yards, ces 11 saisons de suite à 1000 yards lui permettront d'égaler qui dans la même catégorie, s'il vous plaît? Jerry Rice. Voilà. Le plus grand receveur de tous les temps. De toute façon, il n'y a même pas de débat. Je ne veux même pas entendre autre chose. Exactement. Et ça fait partie tout de même des rares records de Rice qui sont atteignables par les joueurs. S'il y en a. Il y en a un paquet, mais il y en a beaucoup qui sont démentiels. Et effectivement. Et par contre, Mike Evans a pour lui la jeunesse parce qu'il a 31 ans. Rice en avait 34, je crois, quand il a passé sa 11e saison. Donc ça veut dire que potentiellement, Mike Evans, et je le lui souhaite, il pourrait en faire une 12e et devenir leader dans la catégorie all-time. Oui, mais ça vient aussi du fait que à l'époque de Jerry Rice, on restait plus longtemps à la fac et que maintenant, on passe de moins en moins de temps à la fac. On apprend de moins en moins son travail. Stay in school. Voilà, restez à l'école et travaillez bien à l'école surtout. Enfin, c'est important. J'aime autant vous dire que les étudiants athlètes, je peux te dire que les cours, je pense que tu vois, c'est un peu comme Jean, tu vois, c'est quelqu'un d'autre qui fait les devoirs. Oula. Oui, alors ça n'est pas vrai. Je tiens à le dire tout de suite, s'il y a des gens de... Oui, je te défends parce que s'il y a des gens de l'école de journalisme de Jean qui écoutent, c'est absolument faux. Mais bien sûr que c'est Jean faux. est un élève très sérieux. Je suis le meilleur élément qui puisse exister. C'est faux, mais... On t'appelle le 5e. On t'appelle le 5e élément. Le 5e élément. C'est Lilou Multipass. Voilà. Bien. Chris Boswell, tu peux lui aussi aller chercher un record. Alors lui, il lui faut 5 field goals. 5 field goals et il aura le plus grand nombre de field goals réussis dans une saison avec 44. Dans une saison régulière, c'est quand même dingue. T'imagines, 44 field goals. Il joue contre les Bengals. Bon, ça peut être Steelers, hein, de mettre que 15 points avec 5 field goals. Ça leur ressemble bien. Hein. Ça paraît possible. Mais ça fait beaucoup quand même du sur un moment match. qu'ils éclatent les Bengals, moi ça me va. Après, alors, là, je suis sûr parce qu'en face, tu as quand même une défense de Cincinnati qui est assez perméable, hein, pour parler par euphémisme. On parle de la 29e équipe en termes de scoring. Pittsburgh, en attaque, on va faire un petit comparaison. En termes de scoring, ils sont 14e. Pareil, alors là, c'est du milieu de tableau, c'est pas un rouleau compresseur, mais... de là à être limité à 5 field goals en scoring par Cincinnati, moi, la marche me paraît un petit peu haute pour ce record-là. Après, le premier match entre les deux avait donné un véritable festival offensif, puisqu'il y avait eu 44-38 pour Pittsburgh il y a quelques semaines de cela, et Chris Boswell avait marqué 3 ou 4 field goals dans le match. Je crois que c'est 3 dans ce match-là. Oui. Donc voilà. C'est pas loin, mais ça semble quand même un peu haut. Moi, ça me paraît loin. Ça me paraît haut. Oui. Ce serait. Malik Nabers peut aller chercher le record du plus grand nombre de yards pour un receveur rookie des Giants, record qui appartient à Odell Beckham Jr. Il lui manque 100 et des bananes.
faut voir un peu plus de 100. Il manque un petit peu plus de 100 Ah, yards. non. Alors attends, il faut que je regarde le match-up. Je ne sais plus qui les Giants. C'est contre Philadelphie. C'est Qui, Contre les remplaçants de Philadelphie. Ouais, là, ça vraiment défendre des circonstances. Parce que Philadelphie, première défense contre la passe sur la saison. Ouais. Mais bon, après, ça va dépendre qui joue et qui joue pas. Après, quoi. ça dépend de C'est- qui c'est joue. ça. Voilà, là, on va dire que selon les circonstances, c'est faisable pour Malik Nabers. Il y a un rookie dont on parle pas beaucoup et qui peut aussi, je crois, aller chercher un record de franchise, c'est Brian Thomas Oui. Jr. de Jacksonville, qui est vraiment excellent cette année. Et lui, c'est comme Brock Bowers, hein. Il est passé complètement sous le radar. On l'a perdu dans l'océan des receveurs de LSU qui performent. Parce qu'il joue à Jacksonville. On l'a perdu. Bah oui, mais C'est quand même, t'as quand même sur les 5 leaders en réception de la ligue, t'as Jamar Chase, Justin Jefferson, CeeDee Lamb, Amon-Ra St. Brown, Brian Thomas Jr. T'en as 3 de LSU quand même. Hein. Je vais dire, mais fabrique à receveur. Usine à receveur. C'est- voilà. oui, et à quarterback, hein. Ça change. Et à quarterback Le également. quarterback. Oui. Oui, Le Jaden Daniels et Joe Burrow, c'est pas non plus des peintres. Hein, faut bien le reconnaître. D'ailleurs, je tiens à le signaler, nous ne disons jamais, et ça c'est pour répondre à un commentaire qui a été fait sous le match entre San Francisco et Détroit, nous ne traitons jamais personne de peintre. Et même pas Brock Purdy, que nous avons plutôt défendu. Pas Brock Purdy, parce que alors voilà, je voudrais dire à Non, parce qu'il nous était dire à ce cher auditeur, il nous était que moi, reproché de vivant, dire. moi vivant, on dira pas de mal de Brock Non, Purdy. Alors, attends, Il nous dans ce était podcast. il nous était reproché dans les médias en général, parce que j'ai discuté avec ce gentil auditeur et lecteur de TF1. Donc, il nous disait que dans les médias en général, il trouvait que Brock Purdy, à stat égale, par exemple, avec Jared Goff, allait être beaucoup moins, comment dirons-nous, mise en avant. on allait être beaucoup plus péjoratif, beaucoup plus péjoratif sur Brock Purdy que sur Jared Goff. Mais ça, c'est quelque chose qui existe depuis que Brock Purdy est arrivé dans la ligue. C'est un joueur qui, pour une raison que j'ignore, de toute façon, on trouve toujours à le déprécier. Soit c'est un quarterback de système, soit c'est qu'il est trop bien entouré, soit c'est qu'il est... Voilà. Alors que bon, nous, pour le coup, on a déjà eu ce débat-là dans Tailgate, et c'est ce que je répondais à cette personne-là. On a déjà eu ce débat-là. On fait plutôt partie des gens qui l'ont défendu, même quand on l'insultait de quarterback de système, qui n'est en rien une insulte, soit dit en passant. C'est même pas un argument. Et enfin, je vais clore la parenthèse sur Purdy, parce que sinon, je vais partir dans un tunnel digne des tunnels Giants de Yaya ou des tunnels Broncos de Vince. Coucou Vince. Mais s'il était un premier tour, allez, même s'il était un 4e tour de draft, Purdy, on poserait pas les questions en ces termes-là sur lui. Sauf que c'est le dernier choix, et donc du coup, il faut trouver quelque chose à redire. Et puis, je suppose que ça fait c'est ce que je disais, mais en fait, on met des attentes sur Brock Purdy qui sont quasiment ceux d'un premier choix. Tu prends Trevor Lawrence dans les médias américains, il est nettement moins critiqué que Brock Purdy. Mais oui. Alors qu'il est, à mon sens, beaucoup plus critiquable. Mais bon, c'est un autre problème. Tout ça parce que t'es jaloux de sa chevelure. Sans doute, sans aucun doute. Ta chevelure est lancée. Bien, le programme complet de cette 18e semaine de compétition, ça commence samedi. Il n'y a pas de match dans la nuit de jeudi à vendredi, ça sert à rien de vous lever à 2h du matin. Samedi, 22h30, les Ravens qui accueillent les Browns, puis les Steelers qui accueillent les Bengals. Comme ça, l'AFC Nord, ce sera réglé dès samedi soir. À partir de dimanche, 19h, les Falcons reçoivent les Panthers, les Cowboys reçoivent les Commanders, les Packers accueillent les Bears, les Titans reçoivent les Texans, les Colts accueillent les Jaguars. Ça va être un sacré match. Le Colts Jaguars, non je t'ai plus, les Bills, les Eagles accueillent les Giants, les Buccaneers reçoivent les Saints, ce sera sur M6+, à partir de 22h25, avec Jean et avec Vince, en direct avec sur Vince. Twitch, la deuxième Vince, partie de la Red Zone. Il revient enfin, mais pour Si vous voulez quelqu'un pour vous accompagner sur la première partie de la Red Zone, il y a Mathieu qui fait un live TikTok. Hein. N'hésitez pas à aller le voir pendant toute la première partie de Red Zone. Sinon, vous pouvez regarder aussi sur beIN Sport, évidemment. Les Broncos vont donc recevoir les Chiefs dans un match qui va opposer Vince et Jean, qui vont commenter le match en direct. Ça va être absolument délicieux. Les Raiders
vont recevoir les Chargers, les Rams accueillent les Seahawks, les Jets accueillent les Dolphins dans un match là aussi important pour les playoffs, et les Cardinals accueilleront les 49ers dans la nuit de dimanche à lundi, à 2h20 du matin. Les Lions accueilleront donc les Vikings du Minnesota pour le dernier match de cette saison régulière 2024, puisqu'à partir de la semaine prochaine, ce sera les playoffs, et on vous en dira plus, puisque TFA se mettra elle aussi en mode playoff. Il y aura des previews, il y aura des lives commentés pendant les matchs de playoff. Bref, on vous annoncera tout ça la semaine prochaine. En attendant, merci Seb, merci Yaya, merci Jean d'avoir été avec moi. On vous remercie tous et on vous souhaite une très bonne dernière semaine de saison régulière. N'oubliez pas, dimanche 22h sur Twitch, venez vivre la deuxième partie de la Red Zone avec nous. Et en podcast, on se retrouve mardi. Encore une très très bonne année 2025 à tout le monde et à très vite sur TFA. Salut tout le monde. Ciao, bye. Ciao.